Alors voilà ce qui se passe quand on est parlementaire et qu'on tape du poing sur la table. Alors Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que vous avez pesé sur le gouvernement? Insuffisamment, mais quand même un peu. Un peu parce que je rappelle que si les petits retraités vont être, si je puis dire, pas touchés pour une partie de leur retraite d'ailleurs, puisque les retraites complémentaires sont touchées par ce fameux blocage, le gel des retraites, et s'il y a quelques petites pistes pour éviter que la fonction publique soit automatiquement dans le gel, franchement, le compte n'y est pas. Mais si on n'est pas bougé, les retraités, ils passaient à la moulinette comme les autres. En revanche, évidemment, c'est insuffisant pour réorienter la politique économique. Mais je vous rappelle quand on est parlementaire, on a des étapes. Là, on est dans une étape qui a été d'abord le vote de confiance. Bon, à l'évidence, même si on n'est pas d'accord avec le choix de Valls et de sa logique politique, personne ne veut créer une crise politique simplement par un désaccord a priori. Parce que, juste, pardonnez-moi de vous interrompre, mais là, si les 41 députés socialistes avaient voté contre au lieu de s'abstenir, ça n'aurait pas fait tomber le gouvernement. Hein. C'était un vote consultatif, mais ça aurait été plus... oui, ça aurait été plus, mais en même temps, c'est tout le débat. Est-ce que l'opposition est efficace? Il y a des moments, d'abord, elle est incontournable. Quand vous êtes en désaccord stratégique avec ce qui ont été les engagements que vous avez le sentiment d'avoir pris devant vos concitoyens, il faut quand même montrer à vos concitoyens que vous êtes fidèles à vous-même. Et s'abstenir, ça suffit. Mais voilà, non, l'autre idée, c'est comment on fait que ça bouge les lignes. Soit vous vous mettez hors des écrans radars et que vous vous mettez dans une situation de l'opposition systématique, soit vous êtes dans une stratégie de vous opposer en essayant de peser sur les événements, donc de pouvoir avoir un rebond, d'être entendu dans votre marque. Or, en s'abstenant là, nous espérons pouvoir peser sur les choix budgétaires qui vont venir, parce que, Valls peut toujours dire tout ce qu'il veut il va faire 10 milliards d'économies dans la sécurité sociale. Quand les gens vont voir ce qu'il y a dedans, vous allez voir que le front va être tout à fait différent d'une espèce d'indifférence qui peut toucher certains parce que c'est abstrait des milliards. Voilà. Donc nous continuons ce combat avec par ailleurs une volonté politique qui est que François Hollande prenne la mesure qu'il est minoritaire à gauche. Parce qu'en réalité, qui soutient aujourd'hui la politique de Manuel Valls? Eh ben, une petite majorité du PS. À tous les votes internes, il y a au moins un tiers qui est contre. Et là, on le voit avec les amis de Martine Aubry, ça fait à peine presque 50-50. Hein, et les radicaux de gauche. Mais ni les Verts, ni le Parti communiste, ni le Front de gauche, ni une large minorité du PS sont favorables à cette politique. Donc, vous savez, on ne dirige pas longtemps un pays sans le soutien de ceux qui vous ont élus. Ou alors, il faut une majorité alternative. On va se poser la question, mais on accueille Camille Bedin. Vous êtes dans l'opposition, vous, puisque vous êtes secrétaire générale adjointe de l'UMP, en charge de l'égalité des chances et présidente du groupe d'opposition à la mairie de Nanterre. Vous êtes même l'auteur d'un essai intitulé « Pourquoi les banlieues sont de droite ». Alors, est-ce que s'abstenir, c'est s'opposer? S'opposer, c'est voter contre. En s'abstenant, on vote ni pour ni contre et c'est la politique du non-choix. Voilà, donc j'entends bien ce que dit Madame Lienemann et il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être incohérente. Elle a toujours dit la même chose, je vous l'ai entendu dire longtemps et depuis longtemps et c'est très cohérent. La seule chose, c'est que ça ne sert à rien. Si vous vous abstenez, vous votez contre et en l'occurrence, ça n'aurait rien changé. Vous auriez pu voter contre. Puis le vrai courage, ça aurait été de voter contre le gouvernement de Manuel Valls, de ne pas voter la confiance à ce gouvernement parce que depuis le début, vous saviez très bien ce qu'il allait faire. Voilà, donc je crois que quand on veut vraiment peser sur le cours des choses, on va jusqu'au bout et on assume ses choix. Et je crois qu'aujourd'hui, si on est tous un peu perdus, c'est que la gauche de la gauche n'assume pas totalement ses choix et qu'à côté de ça, Manuel Valls n'assume pas non plus de vrais choix réformateurs. Donc on ne sait plus où on en est, on est dans le flou artistique. Je comprends bien que la droite ait voulu que la gauche de la gauche fragilise l'ensemble de la gauche. Mais c'est justement pour ça que nous ne voulions pas vous donner la possibilité de capter un mécontentement qui, de notre point de vue, n'est pas un mécontentement à droite, mais un mécontentement à gauche. Et je comprends bien que l'UMP aurait souhaité qu'on le fasse. Ce qui me conforte dans notre choix. Connaît ça. Moi, je voudrais surtout attirer l'attention sur la créativité taxinomique des écologistes, puisqu'ils ont parlé d'abstention constructive. C'est-à-dire que de ne rien faire est constructif. C'est un principe politique. Mais je n'insisterai pas plus longtemps là-dessus. Pascal Fautrier. Je crois qu'on mésestime un peu là dans la conversation la gravité de la crise politique qui a été ouverte par cette fronde des députés de gauche.
depuis le début de la Ve République. C'est la première fois qu'il y a une opposition qui se manifeste aussi clairement à l'intérieur de la majorité. Rappelez-vous, enfin, vous êtes peut-être trop jeune, mais le RPR du temps de Valéry Giscard d'Estaing, systématiquement, est dans l'opposition à la politique de Raymond Barre, par exemple. Et il s'abstenait en votant. D'accord, mais là, c'est le parti qui est au gouvernement. Et c'est à l'intérieur du parti qui est au gouvernement qu'il y a 41 députés qui s'abstiennent. Donc c'est une crise, à mon avis, absolument grave et qui ouvre une situation politique complètement inédite, contrairement à ce qui vient d'être dit, dans laquelle, justement, les forces de gauche vont pouvoir peser. Le Parti socialiste, soit il conquiert une autonomie, mais ce n'est pas une question de personne à la tête du Parti socialiste, c'est comme ça, c'est la situation politique, c'est l'équation politique du moment. Soit il conquiert une autonomie politique, soit il est mort. On le voit depuis les municipales. Donc la situation est extrêmement intéressante pour cette raison-là. Vous connaissez ça toujours? Je ne crois pas que la situation soit assez originale. Ce qui est la caractéristique de la vie politique française, c'est que le réformateur est tué par son propre camp. Mendes est tué par Edgar Faure, Barre est tué par Chirac, Rocard est tué par Mitterrand. Parce que le réformateur, c'est celui qui risque de faire perdre les élections. Parce qu'il s'attaque à des problèmes de fond. Et donc, c'est pas étonnant qu'à l'intérieur de que l'opposition joue son rôle d'opposition, c'est tout à fait normal. Mais qu'à l'intérieur de son propre camp, on lui dénie la confiance parce qu'il doit s'attaquer à du dur. Et là, vous savez, en général, en politique, la subvention, c'est le couteau suisse. Hein. C'est-à-dire qu'on préfère distribuer de l'argent. N'importe quoi. Écoutez, le déficit a été créé par la droite et par la gauche conjointement, je veux dire, avec un équilibrage. C'est pas parce qu'on verse des subventions. Vous savez bien que le déficit public en France est majoritairement la sécurité sociale. C'est pas des subventions, alors, la sécurité sociale. Il ne faut pas trouver 10 milliards sur la sécurité sociale. Attendez, ça c'est autre chose. Mais vous avez l'air de dire qu'on distribue des subventions. Évidemment, comment s'est creusé le déficit? Le déficit public n'est pas que le seul fait de la sécurité sociale. Ou alors c'est que je me trompe sur les chiffres. L'essentiel du déficit, la différence qu'il y a entre en France et ailleurs sur, par exemple, la dépense publique, c'est essentiellement la sécurité sociale et la protection sociale. C'est contradictoire. Ou bien il faut toucher au modèle social français en le réformant, mais en gardant une équité, ou alors il ne faut pas y toucher et puis on continue le déficit. Mais on arrive à une situation financière où aujourd'hui on est pratiquement les seuls à ne plus vouloir respecter l'engagement européen. Et on explique qu'en gros, on va gagner encore 2 ans, en plus des 2 ans qu'on a déjà gagnés. Donc je reviens sur une idée qui est forte, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un réformateur qui s'installe dans le paysage politique français, il menace sa propre majorité. Évidemment, l'opposition va le dénoncer. Donc, de toute façon, le réformateur, vous avez pris l'exemple Rocard et Mitterrand. Je vous rappelle que c'est Mitterrand qui a gagné et pas Rocard. Eh ben justement, c'est bien ce que je dis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je suis pas sûre. Oui, il aurait fallu que peut-être M. Rocard gagne, qu'on puisse avoir une politique bien sûr de gauche une politique de droite, qui ressemble à celle de M. Blair je vous comprends, ou de M. Schröder en Allemagne. La vérité, c'est que ça fait tout le temps restons, si vous le permettez, restons sur le fait, est-ce que c'est efficace plus que... Parce que le débat sur les 50 milliards, on l'a déjà eu dans cette émission. Donc, est-ce que quand on s'oppose en s'abstenant, en l'occurrence, est-ce que l'on pèse sur les choses? Comment l'avez-vous vu, Bruno Gassio? Bon, un peu comme vous avez dit, quand le vote n'a pas d'importance, comme il y avait une importance politique comme il y avait là, c'était une occasion de dire non. Mais là où vous auriez pu dire non, c'est les 90 quand vous signez. Si vous êtes vraiment très unis, vous allez voir M. Valls en disant « Nous, on ne vous votera pas la confiance, donc vous n'aurez pas la majorité. Au revoir M. Valls, faites ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. » Ou alors, vous mettez ça, ça, ça et ça dedans. Au revoir M. Valls, et vous rentrez chez vous. Si il dit il ne vous écoute pas, vous votez contre, ça n'est pas une crise. C'est remettre à niveau. Mais vous ne créez pas une crise dans ces cas-là. Vous remettez à niveau le souhait d'un gouvernement. Ce gouvernement dit je veux faire une politique de droite, j'ai été élu pour faire une politique de gauche. Eh bien, allez chercher une majorité à droite. Non, mais attendez, et vous alliez perdre les élections. Le RPR, enfin l'UMP maintenant, se retrouverait au gouvernement. Il ferait exactement la politique qu'est en train de faire M. Valls et vous pourriez taper comme des sourds. Non, moi, je m'en moque de et taper, moi. Rien ne changera jamais. Non, il faut faire différemment. Oui, alors non, mais c'est bien la thèse qu'il faut faire différemment. Il serait temps. On verra bien. Vous la connaissez. Mais je la connais. Mais ça fait combien de temps que vous êtes à la gauche de la gauche de la gauche du parti? Oui, ça fait très longtemps. Hein. Oui, mais et en plus, comme tout coulisse à droite, vous, sans bouger, vous vous retrouvez à l'extrême gauche. Oui, j'étais plutôt au centre du Oui, voilà, maintenant, ça coulisse. Non, mais attendez, 30 secondes. La question centrale qui est posée pour nous, socialistes, c'est l'idée de dire qu'on n'a pas encore tiré une croix sur la fin du quinquennat de François Hollande.
Nous vous pensons... êtes très, très optimiste. Eh ben voilà, mais si on Non, mais ne c'est un peu l'était la pas... différence qui Voilà, qui est avec C'est nous. pas qu'ils sont optimistes, c'est qu'ils ne peuvent pas faire les choses tout seuls. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait Voilà. d'autres forces dans le pays qui se déclenchent, notamment par exemple un mouvement social fort, pour aider les députés socialistes à effectivement exiger des Parce choses. que là, par ailleurs- pardon de vous interrompre, mais tel qu'on le voit là, on a l'impression, vous savez, que vous énervez comme ça Tapez sur la juste table. avant, vous tapez sur la table, etc. Ça m'a fait penser, je vous ai prévu l'extrait, c'est le père de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Il s'énerve beaucoup et d'ailleurs on l'appelle Voilà, Mad mais moi, Max. je ne suis pas du tout dans cette stratégie-là, justement. Mais C'est- attendez, on le regarde et vous nous direz en quoi vous êtes magnifique, ça. différent. Un extrait du Loup de Wall Street, le dernier film de Martin Scorsese. Alors voilà, est-ce que les frondeurs ne sont pas des Mad Max? Et Non, dès que bah- le Premier ministre apparaît, hop, on devient D'abord, très sympa. faut être d'abord être tout à fait objectif. Dans ces 90 frondeurs, il y a des gens très différents. Et c'est en cela que c'est nouveau. Et c'est en cela qu'on ne peut pas prendre le risque de fracasser ce groupe qui est en train de se constituer pour peser, au motif que chacun doit être pur sucre sur la position qui est la sienne. Moi, si vous me demandez, j'aurais voté contre. Je n'ai pas d'état d'âme de voter contre pour un vote indicatif. Simplement, quel est le choix que je fais? C'est de faire que l'évolution de la majorité, et donc du Parti socialiste pour une nouvelle majorité, soit forte. Je ne suis pas dans le témoignage. Lindemann, elle avait bien dit qu'elle n'était pas d'accord. Je veux essayer de faire que le parti auquel j'appartiens, le camp auquel j'appartiens, soit suffisamment en évolution pour que la fin du quinquennat de François Hollande soit sur une autre politique. Donc on était 11, on est 41. J'espère bien qu'on sera davantage. D'ailleurs, les 90 ne sont pas là. Et la prochaine fois, vous pourquoi voterez la non. stratégie de l'abstention est une stratégie fédérative d'alerte pour peser sur les événements On pensait et vraiment pas... qu'on avait besoin de ça. On Alors- était déjà alertés, on savait. Hein. Non mais vous saviez peut-être, mais Non, mais le gouvernement, qu'est-ce qui est dans la Non, mais le 5e gouvernement le République? sait, il l'applique. Non, mais Je dans pense la 5e qu'une grande République- majorité des Français est quand même au courant que la politique que va mener Manuel Valls est plus à droite Bien que sûr. ce pourquoi ils ont voté. Mais ils pensaient que la Donc discipline... votre alerte, elle est... Non, si, l'alerte qui est importante, c'est que le président a toujours compté sur la 5e République. C'est-à-dire, le président pense que sa majorité est forcément à le suivre comme un seul homme. Il a et raison, là, regardez. eh ben non. C'est exactement ce qui se passe. Non, ce n'est pas ce qui Le se courage, passe. ça aurait été Nous de ne sommes- pas voter la Non, mais confiance à M. je m'excuse, j'ai pas de leçon de courage à recevoir de vous. J'ai jamais eu peur d'exprimer mes décisions et d'assumer mes votes. J'ai voté contre le TSCG, Et- j'ai voté contre l'AMI. Excusez-moi, je et n'étais pas vote. agressive Donc, envers vous. Je ce que signale je juste veux que vous votre dire, discours c'est que est le courage- incompréhensif Mais depuis non. 2 ans. Depuis 2 ans que vous êtes au gouvernement. Non, mais vous, il tout n'est ça pas grave. incompréhensible Et pour la- votre électorat, Mais- il n'est pas incompréhensible pour les Mais est-ce que Français. la gauche se retrouve aujourd'hui Qui n'ont à pas François envie de Hollande? voir la droite au Est-ce que pouvoir. la Alors, gauche a attendez, compris voilà. Et l'abstention? pourquoi vous ne votez pas cette politique est une politique de droite? Ah bah ça c'est un vrai sujet. C'est Et un c'est vrai pas, sujet. Nous considérons C'est un que vrai 1, sujet. ça va dans la Ça, bonne c'est direction. vraiment Vous avez tout à absolument fait raison. incompréhensible. Sauf que 2, en réalité, on est en train de mettre des rustines sur un bateau qui prend l'eau. Et c'est ça la vérité. Donc ayons le courage d'assumer nous une politique réformatrice. Monsieur Valls, il faut qu'il ait le courage d'assumer une politique réformatrice. Mais on Et il n'a faut que pas la été gauche de la élus pour gauche ça, ait le madame. courage On n'a pas été élus de pour dire ça. non à cette Monsieur politique-là. Valls n'a pas Et de été pas élu avoir pour ce faire une discours politique vers de droite. droite. Il Alors, n'a pas attends. été élu pour faire une politique de droite. Nicolas Alors il fallait Leposson. voter la défiance à Manuel Valls. Nicolas Pour être Leposson. cohérent. Écoutez, on a tellement souvent parlé du Parlement des godillots et on a dit que ça servait strictement à rien, le Parlement en France, pour ne pas se réjouir sur la forme du fait qu'il existe quand même des députés qui peuvent ne pas être d'accord. Mais le problème, c'est que ça ne sert strictement à rien. En France, vous avez l'exécutif, vous avez l'Élysée qui décide, qui fait la politique économique, qui transmet au Premier ministre, qui l'applique, et puis ça continue. Si ça va bien, si on gagne les élections, si on est haut dans les sondages, après, on se débarrasse du Premier ministre et l'Élysée reste. La politique fiscale est décidée à Bercy, avec les hauts fonctionnaires et les énarques de Bercy, et ça ne sert strictement à rien. Donc c'est une protestation purement de force. Gaspard Proust. Bah, vous savez, moi je suis suisse, donc je viens d'un pays qui va bien. Alors quand j'écoute ça, ça me ressource, quoi. Des gens qui s'opposent, j'ai raison. Alors tout le truc de l'abstention suppose, enfin vous êtes dans l'axe, faut agir, c'est ça l'idée, qu'il faut s'opposer. oui. Mais du Non, coup, faut agir. oui, mais donc faut prendre une décision. C'est un truc d'adulte. Non, mais C'est après, assez, c'est chiant. Faut Enfin moi je choisir. sais pas choisir. Mais moi, je n'ai pas peur de prendre des décisions, simplement. Voilà, mais c'est Non, terrible non, mais ça. le problème, c'est que le choix n'est pas Pour binaire. apprendre à ne pas choisir. D'accord ? Le choix n'est pas binaire. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté, c'est pour ça que je suis d'accord avec monsieur sur une chose, c'est que nous avons des institutions qui ne créent pas les conditions normales d'une démocratie, ou normalement, c'est le Parlement
qui doit pouvoir lui-même influencer les choix. Et la réalité de l'ambiguïté du système français, c'est qu'en réalité, politiquement, nous sommes complètement dans une présidentialisation, même si dans le texte écrit lui-même, on est encore un régime parlementaire. Donc c'est dans ce cadre-là, monsieur, que nous essayons de nous placer. Parce qu'on ne peut pas avoir à choisir entre la dissolution et la capacité de dire c'est à prendre ou à laisser tout ce que dit Valls. Donc la stratégie, c'est comment on peut faire pression sur le gouvernement pour que ce ne soit pas le retour de la droite, mais que ce ne soit pas non plus une politique qu'on ne veuille pas. Donc c'est une stratégie parlementaire progressive. Première alerte, il y a des députés qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Deuxième alerte, nous sommes nombreux à contester la ligne d'orientation puisqu'on n'a pas pris de décision. Et maintenant, il va falloir voter les budgets. Il va falloir, et on espère que cette réalité de la faible majorité et du fait que l'ensemble des forces de gauche n'ait pas donné son approbation à cette orientation va être de nature à réorienter ces choix-là. Parce qu'encore, je le répète, 41 qui auraient voté contre, dans le vote du budget, par exemple, ça suffirait qu'il n'y ait pas de budget. Si, par exemple, la vraie décision, c'est au vote du budget. Quand les budgets sont proposés, la décision, c'est là. Est-ce que, juste avant le vote du budget, les 41 sont assez forts, ou j'aime pas le mot courageux, parce que ça, je sais que vous l'êtes, mais est-ce qu'ils sont assez forts pour les voir Valls en disant on ne votera pas? Si tu proposes, on ne votera pas. Et là, tu vas être très mal. C'est tout le problème. Parce que si il vous fait les gros yeux et qu'il vous dit attention, la droite va revenir, et vous allez encore vous abstenir, alors pour le coup, je suis d'accord avec ces messieurs de droite, la droite est là-bas, ça ne sert absolument à rien. Par contre, si vous pouvez peser en étant vraiment déterminé, là oui. Mais peut-être qu'on n'est pas homogène et que c'est donc ce mouvement qu'on veut créer. Et pourquoi vous ne créez pas un truc homogène? Il y a un truc qui s'appelle Nouvelle Donne. Venez, on a déjà un député. Non, mais je peux la situation est très paradoxale. Parce qu'on a quand même d'un côté un Valls qui fait une politique que la droite aime et il vote contre, et il fait une politique que la gauche déteste et il vote pour. Non, on n'a pas Comment voté voulez-vous? Si, il a eu la confiance, donc il a eu la confiance. Donc vous avez créé une situation en France où les gens, quand nous on va les voir, vraiment, ils nous disent vous êtes de gauche ou de droite, vous? Mais si je peux me permettre, Pierre Connaissant, moi, il me pose pas la question. C'est vrai que c'est très paradoxal. Il fait la politique pour laquelle vous tueriez pour la faire à sa place, il l'a fait et vous ne votez pas avec lui. Si vous voulez mettre la gauche en difficulté, vous mettez 250 députés qui lèvent la main en disant on est pour, et là ils sont vraiment très embêtés. Juste un mot, la vraie contradiction, elle vient des promesses de François Hollande il y a 2 ans et demi. Qu'il n'a pas tenu. Possible, ça a dû jouer et au le budget. vrai problème vient de là, et des différences entre la gauche de parti et la gauche de gouvernement qui n'arrivent pas à se réconcilier parce qu'il n'y a aucune cohérence idéologique entre vous et entre Manuel Valls. Un homme politique d'avenir est un homme politique qui promet. C'est très important comme phrase. Je pense exactement le contraire de ce que vous pensez. Non, mais justement, vous avez raison. Je crois que les gens en ont un petit peu assez. Mais justement, c'est pour ça qu'en essayant une démocratie citoyenne, on va arriver à quelque chose. C'est un peu plus long, c'est plus compliqué, mais on arrivera à quelque chose d'un peu plus solide sur le fond. Regardez la répétition du cycle. 81, on arrive avec les 100 000 propositions. 2 ans plus tard, on se paye l'austérité. Alors, je ne sais pas si elle était de droite ou de gauche, j'en sais rien, c'était de l'austérité. C'est pas du tout la même chose. C'était moins grave. Si on avait traité à ce moment-là, on aurait probablement une crise moins grave aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve face à une politique d'austérité. Alors, on me dit effectivement une austérité de droite ou une austérité de gauche. Je prends un cas très précis sur celui des charges sociales que vous connaissez, des comptes sociaux. Les régimes spéciaux coûtent 9 milliards d'euros chaque année au régime général. Est-ce que toucher aux régimes spéciaux, c'est une politique de droite ou une politique de gauche? Je ne sais pas, j'arrive pas à savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équité, c'est la justice. Si c'est une justice de droite ou une justice de gauche, personnellement, je m'en fiche du qualificatif. C'est un argumentaire inexact, car vous savez bien que pour une partie des régimes spéciaux, le mode de calcul, on compare par exemple le taux des retraites, et quand on regarde, on voit que les modes de cotisation et comment est fait le prélèvement n'est pas équivalent. Et quand on veut mettre d'équivalence certains ces régimes spéciaux avec le régime général, on se rend compte que finalement on ne fait pas l'économie que vous imaginez. Donc à partir de là, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est pas simplement qu'il y aurait que vous qui êtes courageux avec votre énarque et vos réflexions. C'est que même les gens de droite, quand ils sont pris à regarder la réalité,
réalité, ils se sont rendus compte que ce qu'on gagnait comme argent était des clopinettes si on mettait vraiment l'homogénéité. Parce que personne n'a eu le courage de faire des Personne n'a eu le réformes. courage. Ni la gauche, ni la gauche. On va pas discuter D'ailleurs, des vous régimes servez à spéciaux. quoi? Parce que vous Non, ne mais faites c'est pas pour les dire que réformes. droite ou gauche, c'est un qualificatif Si je peux me étonnant. permettre, Qu'on fait Oui. aujourd'hui. Pascal Fautrier. est-ce que le courage, est-ce que la démocratie, c'est faire de la politique pour 10% des Français les plus riches et les plus privilégiés? Et je Est-ce parle que pas le de ça, moi, courage, je est-ce parle que des le régimes courage et la spéciaux, je vous ai réforme pas de la parlé des- politique, je vous ai pas c'est parlé faire une des politique actionnaires. qui est contre la plupart des salariés modestes qui sont 60 à Mais je ne vous 70% parle pas dans des ce salariés pays? modestes, Est-ce les que le régimes courage ne spéciaux serait ne pas sont de pas faire une des autre salariés politique que celle que modestes. vous voulez imposer, y compris à la gauche? Mais Nous, ce on n'est n'a pas pas élu vrai. la gauche pour faire cette politique-là. Mais madame, Mais moi par je n'ai ailleurs, On a jamais élu parlé de ça. on a Moi élu je la ne suis gauche pas contre un la politique politique. de la majorité des Français qui sont des salariés modestes. Écoutez, Ils madame, sont des je salariés n'ai modestes. jamais dit ça. Je vous cite un exemple pour vous demander si c'est de droite ou de gauche de toucher aux régimes spéciaux. Vous ne répondez pas à cette question Moi, parce que je pour pense vous, le que c'est- qualificatif de gauche ou de droite est plus C'est une important que politique de l'équité droite, c'est une sociale. politique qui n'est Je pas vous dans cite un l'intérêt exemple. Tout à général, l'heure, on et a qui est une on a politique pour les parlé. 10% des Français les plus Mais riches et qui ne personne s'intéresse ne pas aux va. Je vous salariés les plus interromps modestes. parce qu'on a d'autres façons de taper du poing sur la table. Il n'y a pas que celle des députés, il y a aussi l'État qui tape du poing sur la table et par exemple Alstom.